Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le président Macky Sall boucle sa tournée économique à vocation agricole à Kaolack. Le chef de l'État a procédé ce mercredi à la remise de matériel et d'équipements agricoles destinés aux régions de Kaolack, Kaffrine et Tambacounda. Le PUDC, un bon modèle et motif de satisfaction, a lancé le président de la République. Le sang et ses dérivés sont dans la rubrique santé. La série sur les produits sanguins se poursuit. Ce soir, focus sur le traitement et les différents types d'utilisation de cet organe vital. Tout le processus de la séparation à la livraison dans ce journal. CAN 2017, le Sénégal dans le groupe B. Les Lions sont dans la même poule que l'Algérie, la Tunisie et le Zimbabwe. Le tirage au sort a eu lieu cet après-midi à Libreville. Le Gabon abrite la plus prestigieuse compétition de football dans le continent du 14 janvier au 5 février prochain. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a donc bouclé sa tournée économique à vocation agricole par la région de Kaolack. Sur place, le chef de l'État a rendu un vibrant hommage au PNUD qui a beaucoup contribué à la réalisation du PUDC. Le président de la République a également annoncé l'appui de la Chine pour le volet hydraulique de ce programme pour un coût global de 550 milliards de francs CFA. Le président Macky Sall revient d'abord sur les différentes étapes de sa tournée économique à vocation agricole. Je voudrais en ce moment particulier où je boucle ma tournée de 4 jours, de 3 jours dans les régions de Kaolack, de Kaffrine et de Tambacounda, après avoir rendu visite aux producteurs agricoles, qu'il s'agisse des producteurs de céréales, d'arachides, de coton, de bananes et de toutes les spéculations additionnelles, je voudrais d'abord, à travers ce message, les remercier pour leur bravoure pendant cet hivernage, pour les espaces emblavés, les surfaces emblavées, grâce au soutien de l'État dans la mécanisation et dans la dotation en intrants agricoles. Cela a été très visible et je puis dire toute ma satisfaction sur les réalisations que j'ai constatées de visu sur le terrain. Et ceci correspond exactement à mes attentes par rapport à l'axe premier du plan Sénégal émergent. Cette tournée se boucle ici à Kaolack avec le déploiement du matériel destiné aux femmes dans le cadre de l'allègement des travaux et de la capacitation des femmes sénégalaises à pouvoir disposer de moyens modernes pour participer dans l'économie locale. Tout cela a pu être fait au-delà de la vision et des moyens mis en œuvre grâce à l'expertise du programme des Nations Unies pour le développement qui s'est mobilisé entièrement de Dakar à New York avec Madame le représentant résident, mais aussi qui a eu tout le soutien de toute la hiérarchie du PNUD jusqu'à l'administrateur, Madame Hélène Clark, ainsi que le directeur Afrique, M. Marc Dieye, à l'ensemble des cadres qui ont travaillé dans ce programme, au directeur national du PNUD, Cheikh Diop, au ministre secrétaire d'État chargé du suivi, de la mise en œuvre, et à l'ensemble des acteurs, je voudrais délivrer un satisfecit global pour le label du PUDC, pour la célérité avec laquelle ce programme a été exécuté, la transparence dans les procédures, mais aussi les délais de livraison, n'est-ce pas, des attendus. Le PUDC est un modèle de ce que nous devons pouvoir faire sur l'ensemble des activités de l'État, dans tous les secteurs. Ça a été une phase test où l'État a décidé de mettre 113 à 114 milliards, auxquels d'ailleurs nous devons rajouter 10 milliards
pour compléter cette première phase du PUDC, et tout cela sur financement propre, bien entendu de l'État, avec maintenant l'appel et la réponse que nous avons eue. Le gouvernement chinois va venir pour renforcer et clôturer le volet hydraulique du PUDC avec 50 milliards de francs. La Banque africaine de développement également a donné une réponse positive pour venir accompagner le volet électrification rurale, piste rurale et équipements tels que nous recevons aujourd'hui ces équipements ici à Kaolack. Soyez donc fiers de ce que vous avez fait. Soyez en tout cas félicités et je voudrais dire un grand merci à toute cette équipe, au gouvernement de la République sous la conduite du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, au ministère de l'économie et des finances qui a également suivi et qui accompagne, mais à l'ensemble des acteurs qui ont participé à ce programme d'urgence de développement communautaire. Pour le travail de qualité, le travail remarquable qu'elles abattent au quotidien pour le bien-être des populations et pour la sauvegarde de la République. À travers vous, Monsieur le gouverneur Sagna, à travers vos préfets et sous-préfets, je voudrais saluer depuis Kaolack l'excellent travail de notre administration territoriale. Et c'est la raison pour laquelle, lors du référendum, j'ai tenu à élever cette déconcentration à la dignité de la Constitution. Désormais, c'est la Constitution qui a rappelé le principe de la déconcentration aux côtés de la décentralisation. Je salue le travail de nos administrateurs et de nos autorités administratives. Je remercie toutes les populations pour cette forte mobilisation partout où je suis passé et je vous remercie de votre aimable attention. Nous avons quand même partagé des journées longues, des journées poussiéreuses. À un moment donné, j'ai eu vraiment pitié des photographes, caméramans qui étaient vraiment dans la poussière et derrière les véhicules. Mais vous avez fait un excellent travail et je tenais à vous en remercier. Et je pense que cela fait partie également du travail vraiment de communication et de diffusion de l'information, j'allais dire de la bonne information à l'attention du public. Et pour terminer, je remercie les chefs religieux. Le président de la République qui se félicite donc du travail abattu par le PUDC et annonce l'appui de la Chine pour le volet hydraulique de ce programme d'urgence de développement communautaire. 50 milliards pour ce volet, annonce le chef de l'État. Les populations de Kaolack sont sorties en masse pour assister à la cérémonie de remise du matériel post-récolte. Notre reporter Seydina Lunfal a recueilli quelques réactions. Comme vous le savez, sa décision a été de travailler à réduire la pénibilité du travail des femmes en milieu rural. Il avait pris des engagements vis-à-vis de ces femmes quand il est allé à la rencontre de celles-ci. Elles lui ont exprimé les difficultés qu'elles ont, en tout cas liées à la transformation des produits agricoles. Et en mettant en œuvre le programme d'urgence de développement communautaire, il nous a demandé de travailler à équiper ces femmes d'équipements post-récolte, d'équipements de transformation des produits agricoles. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, au bout d'un an, nous avons pu travailler à confectionner quelques 5500 équipements. Nous avons ici un lot de 1200 équipements destinés donc à ces régions que je viens de citer. 1200 équipements qui sont répartis dans 98 communes de ces régions qui vont bénéficier à peu près 860 000 personnes, c'est important, pour un coût de 2,5 milliards. Donc ceci est à saluer parce que tout simplement, après que nous ayons eu un bon hivernage et de bons rendements agricoles, il était important que Monsieur le Président de la République puisse procéder au lancement officiel du déploiement afin que d'ici novembre, que les récoltes seront terminées
que les femmes puissent réellement s'adonner à leurs tâches habituelles. Ce programme appelé PUDC est particulièrement innovant. Innovant parce que c'est d'abord à la fois national et très inclusif. National et plurisectoriel. On y trouve des infrastructures routières, on y trouve du matériel d'allègement pour les femmes, on y trouve de l'hydraulique. C'est particulièrement inclusif, particulièrement innovant. Voilà pourquoi nous sommes comblés. Parce que cela nous allège dans notre rôle, dans notre fonction de maire de collectivités locales, surtout les collectivités locales rurales. Ces machines que nous voyons et d'autres qui vont venir, je pense que c'est pour alléger le travail des femmes. Ce n'est pas seulement les femmes, mais il y a aussi les jeunes, il y a aussi les vieux. Mais je pense que tout un ensemble qui fait que Macky Sall aujourd'hui a réussi son projet. Et puis, l'État va injecter 2,5 milliards dans la filière banane. Une décision du chef de l'État sous-tendue par l'objectif d'autosuffisance à l'horizon 2018. Le président Macky Sall en a fait l'annonce ce matin au cours d'une visite de plantation de bananeraies à Laboya dans la région de Tambacounda. Aboubakri Kane. Il a fallu au cortège présidentiel du temps et plusieurs kilomètres sur des pistes sinueuses et poussiéreuses pour arriver dans la commune de Dialakoto. Après un véritable parcours du combattant, nous sommes à Laboya, dans le périmètre de Mamadou Oumar Sall. Des plantations de bananes à perte de vue, 200 hectares exploités par un homme qui maîtrise bien la culture de la banane. Une expérience acquise grâce à plusieurs décennies dans le secteur. Un engagement et une volonté qui lui valent aujourd'hui une production annuelle de 11 000 tonnes pour 1300 emplois directs dans l'entretien et le reconditionnement. À partir de deuxième génération, ça va être plus gros. Mais à partir de deuxième génération, on ne pouvait pas trouver tous ces régimes-là pareils. En ce moment, on aura plus gros, on aura plus petit, et aussi on aura des pieds qui n'ont pas encore sorti le fleur. Producteurs du Sénégal. 80% de la banane sénégalaise est produite à Tambacounda. Sur ces périmètres, plusieurs variétés avec des cycles différents. Mais le poids et la taille du produit dépendent de la génération, mais aussi du système d'irrigation. Donc vous-même sur la table du commerçant, vous pouvez savoir un peu l'histoire de la banane là. Oui. Si c'est petit, si c'est grand, On connaît. on connaît ça. On connaît. Dans le marché, on verra aussi la deuxième étape, les parcelles qui est plus gros. Ça, il a fini son première génération, il va rentrer son deuxième génération. En ce moment, vous verrez, il est plus gros que ça. Si vous faites l'asperceur, au moins tu ne travailles pas au moment d'irrigation et ça va te permettre de faire un autre entretien dans les parcelles. Et les parcelles qui irriguent en raccord, ils te donnent au maximum 25 tonnes à l'hectare si tu as beaucoup travaillé. Mais avec une irrigation d'asperceur, tu peux avec 40 tonnes jusqu'à 50 tonnes, aussi plus meilleur que l'autre. Au total, 28 000 tonnes de bananes sont produites chaque année, selon les chiffres du collectif régional des producteurs de bananes. Le chef de l'État se félicite de ce qu'il a vu à Laboya. Quand on voit un tel périmètre, on se rend compte qu'il y a des Sénégalais qui travaillent sans bruit. Ils utilisent 1380 personnes sur 600 hectares de bananes qu'il aménage lui-même et qu'il produit. Je crois que là, il mérite vraiment toutes les félicitations de la nation. Les terres sont disponibles. La question du foncier ne se pose pas dans cette zone. Le président Macky Sall annonce ainsi sa décision d'appuyer les acteurs de la filière banane pour favoriser des opportunités économiques. J'ai décidé d'aider la Fédération des producteurs de bananes pour aménager 500 hectares nouveaux pour un coût de 2,5 milliards, 40 tonnes à l'hectare avec 500 hectares. Donc on est déjà à 20 000 tonnes qui viennent s'ajouter aux 28 000. Donc nous serons autosuffisants et comme il le dit, la banane c'est 11 mois entre la plante et la première récolte.
Donc dans un an, si nous commencions dans un mois, nous aurions 20 000 tonnes nouveaux. Nous serons autosuffisants dans un an. Évidemment, il faut que l'État accompagne. L'autosuffisance en banane, par exemple, dans un an et demi, il faut qu'on l'atteigne. On se donne les moyens de l'atteindre. Avec 500 hectares, c'est 20 000 tonnes supplémentaires de production et 3 000 nouveaux emplois garantis. L'ambition du chef de l'État est d'aller plus loin pour transformer le pays et engager de véritables politiques de développement agricole. Une agriculture à moderniser et diversifier pour surtout répondre aux préoccupations des populations à la base. Nous retournons à Kaolack où se trouve Claire Diop qui a comme invité le directeur général du PUDC, Cheikh Diop. Claire Diop et Cheikh Diop, bonsoir. Claire Diop et Cheikh Diop, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Diop. Bonsoir, Ibrahima Diédhiou plutôt. Bonsoir également aux téléspectateurs qui nous suivent sur la RTS 1. Alors, le PUDC... Et bonsoir, Monsieur Diop. Alors, bonsoir, Claire. On l'a entendu tout à l'heure, le président vous délivre un satisfecit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a justement amené le PUDC à ces résultats-là? Voilà, vous l'avez dit, Ibrahima Diallo, le président Macky Sall a dit sa satisfaction aujourd'hui, tout à l'heure, ici à Kaolack, lors de la cérémonie de remise de matériel. Il faut dire que le PUDC, après un an en œuvre, a fait beaucoup de résultats, notamment dans les zones rurales, dans des régions comme Kaolack, Kaffrine et Tambacounda. Monsieur le directeur, aujourd'hui, un an de mise en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que le PUDC a fait justement pour les populations, notamment rurales? Merci. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons travaillé comme les instructions nous ont été données par Monsieur le Président de la République, Macky Sall, travailler à mettre en œuvre l'ensemble des projets qui sont prévus dans le cadre du PUDC, que ce soit la construction de pistes rurales, notamment 790 km qui sont en chantier, l'électrification rurale, l'électrification de 420 villages, l'hydraulique rurale, donc plus de 200 forages qui sont en construction. Aujourd'hui, nous pouvons dire que sur l'ensemble de ces volets, y compris bien sûr les équipements que nous venons de voir aujourd'hui, nous sommes à un état d'avancement appréciable. Pour ce qui concerne les pistes rurales, je disais tantôt que nous sommes sur des travaux sur un linéaire total de 790 km à travers 10 régions. Il faut dire que nous sommes à un état d'avancement moyen de 60%. Pour ce qui concerne l'hydraulique rurale, plus de 150 forages ont été déjà réceptionnés et nous comptons dans les prochaines semaines en réceptionner 50 autres. Pour ce qui concerne les travaux d'électrification rurale, comme vous le savez, Monsieur le Président de la République a lancé hier les travaux d'électrification rurale dans la localité de Dialokoro, dans la région de Tambacounda. C'est 420 villages qui seront électrifiés. Pour ce volet précis, nous allons travailler suivant deux technologies. La technologie solaire pour les villages qui sont sur des sites isolés, c'est-à-dire supérieurs à 10 km du réseau moyenne tension, basse tension. Et pour les villages qui sont dans un rayon de 10 km de cette moyenne tension, basse tension, nous serons en tout cas dans des travaux d'extension de réseau. Pour ce qui concerne les équipements, au départ, nous avions une quantité assez limitée de 1500 équipements, mais sur instruction de Monsieur le Président de la République, nous avons fait des enquêtes pour estimer réellement les besoins dans la zone d'intervention de cette première phase et nous sommes à 5500 équipements. Sur les 5500 équipements, nous sommes pratiquement, je dirais, à la fin des confections. Et aujourd'hui, nous avons pu, en tout cas, lancer avec Monsieur le Président de la République le déploiement de 1800 équipements destinés aux régions de Kaffrine, de Kaolack, de Tambacounda et de Kédougou. Kédougou est une localité j'allais dire assez spécifique. D'ailleurs, sur la question de l'accès à l'eau,
nous avons travaillé en concert avec le ministère de l'Hydraulique, sur instruction bien sûr toujours de Monsieur le Président de la République. Nous avons fait une convention avec les génies militaires pour que justement nous puissions y faire sans forage. Marteau fond de trou, c'est une technologie qui est appropriée à la zone de socle, aux zones rocailleuses de Kédougou. Et sur ce point, sur les 100 forages, nous sommes à peu près à 60 forages déjà de faits. Et aujourd'hui, je peux dire que nous avons amélioré l'accès à l'eau dans cette zone qui est quand même une zone importante du Sénégal. National, vous l'avez dit, hein, plus de 1800 équipements et 433 sont pour la région de Kaolack. Quel va être un tout petit peu l'impact de tout ça, notamment pour les femmes? Oui, vous savez, dans un programme comme ça, il est difficile dès à présent de mesurer les impacts. Nous aurons des effets, bien sûr, dans l'immédiat. Les impacts vont se mesurer un peu plus tard, dans peut-être moins le long terme, mais à court terme, vous verrez tout de suite que nous allons améliorer les conditions de vie des populations. Vous vous rendez compte que dans des localités telles que Gomon ou telles que dans la région de Kaolack, dans la commune de Ndiossong, les femmes faisaient 7 km pour trouver un moulin à mil. Aujourd'hui, les femmes sont dotées d'un moulin à mil. Donc c'est vraiment le but du PUDC. Réduire la pénibilité du travail de la femme en milieu rural. C'est l'objectif que nous a assigné M. le Président de la République. Des réalisations ont été faites, certes, mais il reste des choses à faire parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas encore accès à ce matériel. Est-ce que justement le programme va poursuivre pour satisfaire le maximum de population? Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais le travail important que nous avions démarré au début du projet, c'est-à-dire l'identification des besoins. Et aujourd'hui, nous connaissons commune par commune, dans l'ensemble du territoire sénégalais, les besoins en équipement post-récolte. Bien sûr, comme tout programme de développement, il est nécessairement important de signaler qu'il y a une planification. Ces programmes obéissent à moment de la planification. Donc pour la première phase, nous avons 5500 équipements. Dans les phases ultérieures, bien sûr, les besoins sont connus. Et en tout cas, sur instruction du chef de l'État, nous, en tout cas, ferons la priorisation et la lui soumettrons pour que justement tous ces besoins puissent être satisfaits. Le président de la République avait annoncé vouloir prendre en charge le volet santé dans le programme PUDC. Vous en êtes où? Oui, là, nous n'avons pas encore reçu, en tout cas, l'ensemble des requêtes, mais nous y travaillons. Et le moment venu, nous attendons les instructions du chef de l'État pour que justement nous puissions satisfaire ses besoins. Parce que partout où nous sommes passés, les besoins ont été identifiés. Et les populations, bien sûr, dans certaines zones, nous ont exprimé le besoin justement d'avoir des postes de santé. Et nous avons transmis à l'autorité, en tout cas, nos rapports de mission pour que justement, qu'elle sache que justement ces besoins sont là. Et vos objectifs, c'est quoi exactement à terme? Oui, nos objectifs à terme, vous savez, le PUDC a été signé en février 2015. Et certainement d'ici en tout cas le début d'année 2017, en tout cas fin de semestre de 2017, nous aurons atteint un niveau d'exécution assez appréciable qui nous permettrait en tout cas de voir venir une seconde phase. Aujourd'hui, le PUDC par exemple, est-ce que vous pouvez nous parler de ce partenariat, le PNUD et l'État du Sénégal? Oui, vous savez, je pense qu'on l'a déjà expliqué. Le PNUD est l'agence d'exécution du programme d'urgence de développement communautaire. Et le montage qui a été fait découle d'un accord entre le programme national, le programme des Nations Unies pour le développement et l'État du Sénégal. Cet accord date de 1987, bientôt 30 ans. Cet accord permet justement que l'État du Sénégal puisse confier des ressources au PNUD et que le PNUD exécute le programme. Mais l'exécution du programme par le PNUD aussi est accompagnée justement par un mode de gouvernance qui implique entièrement, dès le départ, l'ensemble des services techniques de l'État. C'est ainsi que dans les organes de gouvernance du PUDC, nous avons un comité de pilotage présidé par M. le Premier ministre
bien sûr avec le secrétaire d'État chargé du suivi, bien sûr qui suit le programme au quotidien. Il y a un comité technique et des sous-comités techniques. Et dans ces sous-comités techniques et ce comité technique interviennent l'ensemble des services techniques concernés par l'exécution du programme. Pour dire que ça fait, on a une exécution PNUD, mais un suivi du gouvernement, parce que ce qui est recherché, c'est la cohérence avec les autres programmes déroulés par les autres ministères. Je peux citer le programme quinquennal de 300 forages, le programme national des routes rurales, le programme national d'urgence d'électrification rurale. Ce sont autant de programmes qui, en cohérence avec le PUDC, permettront d'atteindre les objectifs, en tout cas de doter le milieu rural d'infrastructures et d'équipements pour justement l'essor économique de ces zones rurales. Des pistes ont été réalisées au niveau de Kaolack et Kaffrine. C'est quoi la situation? Combien de kilomètres ont été réalisés et à quel coût? Pour la région de Kaffrine qui bénéficie plus que Kaolack de pistes dans les 2 premières séries de la première phase du PUDC, pour Kaffrine, nous avons un linéaire total de 123 km pour à peu près 4 milliards 100 millions. Nous sommes en état d'avancement de 60%. Et aujourd'hui, nous avons en tout cas pu voir avec le président de la République, en tout cas hier, l'état d'avancement de cette piste, par exemple, Koungheul-Makogui. Pour la région de Kaolack, l'ensemble des pistes qui étaient prévues dans cette phase-ci ont été terminées. C'est par exemple Khelkom Badokhon que nous avons visité ensemble et justement Gagnouk-Ourour. En tout cas, dans les premières séries, les travaux pour Kaolack sont terminés. Bien sûr, il y a une 3e série pour laquelle nous avons déjà fait les études. Bien sûr, en parfaite cohérence et en synergie avec le ministère des Infrastructures pour que justement nous puissions satisfaire l'ensemble de ces besoins exprimés par les populations. Et en ce qui concerne l'hydraulique? Oui, pour l'hydraulique, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes à plus de 200 forages de réaliser. C'est les 2 premières séries. Il y a une 3e série, comme le président de la République l'a dit tout à l'heure, qui est un partenariat avec la Chine, que va exécuter bien sûr le ministère de l'hydraulique, bien sûr en partenariat avec en tout cas tous ces organes que je viens de citer, pour que justement l'ensemble des besoins qui ont été identifiés par la suite puissent être satisfaits. Voilà, Monsieur Cheikh Diop, merci. Merci à vous, Ibrahima. Merci Claire. Le président de la République qui a donc procédé à Kaolack à la remise de matériel d'équipement agricole destiné aux populations des régions de Kaolack, Kaffrine, Kédougou et Tambacounda. Le président Macky Sall a également visité une exploitation agricole familiale à Médina Yara. C'est un champ de diversification mécanisé. Sur place, on y attend des rendements importants en maïs, coton et arachide. Voici le reportage de Omar Ning. Omar Ning, qui devait nous parler donc de cette visite du président Macky Sall dans une exploitation agricole familiale. Nous reviendrons sans doute sur ce reportage pour une meilleure qualité sonore. Je rappelle que c'est un champ de diversification mécanisé. On attend sur place des rendements importants en maïs, coton et arachide. Si le reportage est en place, nous allons écouter Omar Ning. Dans les champs de Médina Yara, le président de la République vient voir les prouesses d'un exploitant agricole émérite. Abdou Diatta est un producteur d'élite, encore appelé Ngari Otolo. Nous avons classifié les agriculteurs en différents types. Nous avons ce que nous appelons les Nyiwa Otolo, les éléphants du coton, les Nyiwa Otolo, les Mbarodi Otolo et les Ngari Otolo. Lui, c'est un Ngari Otolo, c'est-à-dire qu'il a fait plus de 2 années successives, plus d'1,5 tonne à l'hectare sur plus de 5 hectares. C'est un agriculteur d'élite, il n'y en a que 72 sur les 33 000 agriculteurs en contrat. Et lui a réussi à avoir les résultats qu'il va avoir. On estime cette parcelle à autour de 1,1 tonne quand on a fait les sondages à l'hectare, ce qui est fort honorable pour une campagne comme celle. Pas encore Barodi, il est Ngari. Amin, il aimerait bien être Barodi, mais il n'a encore que Ngari. C'est la Sodefitex qui encadre cette exploitation familiale dont la caractéristique est la diversité. Ici, 30 hectares de maïs sont exploités.
L'arachide occupe 10 hectares alors que le coton se retrouve avec 12 hectares. La motorisation constitue un fait notoire. Vous avez, grâce à votre vision, introduit la motorisation dans l'agriculture sénégalaise, mais comme vous le savez, seulement 1% des agriculteurs ont la capacité économique de valoriser eux-mêmes la motorisation. C'est pour cela que pour les 99% restants, nous avons voulu, grâce à l'appui de M. le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, faire de la prestation de services motorisés. Et donc pour ces agriculteurs-là, de la même façon que nous leur donnons des intrants, du conseil agricole, etc., nous leur donnons à crédit, au prix coûtant, des prestations motorisées durables. Le producteur va faire des performances cette année dans toutes les variétés. Dans le dialogue direct qu'il a eu avec le chef de l'État, il s'est félicité de l'accompagnement du gouvernement du Sénégal, non sans évoquer sa volonté d'aller vers une plus grande autonomie. En le félicitant pour son travail remarquable, le président Macky Sall lui a assuré de la présence de l'État à ses côtés. À la sortie du village, les populations ont exprimé leur joie au chef de l'État. Dans cette communion, une mention spéciale aux élèves. Autre volet de cette tournée à Tambacounda, le président de la République a procédé à l'inauguration de la grande mosquée de la ville. Elle est restée 6 ans en chantier. Macky Sall a aussi prié sur place au Marning. Forte mobilisation des populations de Tambacounda à l'arrivée du président Macky Sall dans la cité. Le mouvement de foule accompagne le chef de l'État jusqu'à la grande mosquée, première étape. Voici ce qu'était le lieu de culte avant l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir. La mosquée est restée inachevée entre 2009 et 2015. Le mérite du président Macky Sall est de l'avoir réhabilité pour un montant de 187 millions de francs CFA. Avec les 2 minarets, les salles de prière hommes et femmes, les parvis extérieurs, le mur de clôture, bref, un ensemble de travaux qui augmentent la capacité d'accueil qui est estimée à 1807 personnes. Le président Macky Sall a effectué une visite guidée qui lui a permis de constater la qualité de l'ouvrage ainsi livré. Le moment coïncide avec la prière de l'après-midi. Le chef de l'État l'effectue avec ses compatriotes. Après la prière, l'imam Thierno Souleymane Agne a marqué sa satisfaction au président de la République pour avoir achevé cette grande mosquée, matérialisant du coup la promesse faite à son défunt père El Hadj Amadou Tidiane Agne. Ainsi, toute la communauté musulmane de la région est honorée. L'acte posé n'est en vérité qu'un prolongement, car, témoigne le président de la commission El Hadj Issa Sissoko, le président Macky Sall est la première autorité à contribuer à l'époque financièrement à la réfection de la mosquée. C'est lui, devenu président de la République, qui l'a terminé. Le chef de l'État s'est réjoui de la finalisation des travaux qui donnent corps à l'importance qu'il accorde aux sites religieux de notre pays. Il a promis d'apporter l'assistance nécessaire à l'entretien. À l'image du lieu de culte, c'est Tambacounda qui sera doté d'infrastructures de qualité en tant que prochain carrefour ferroviaire. C'est son ambition. Et les projets du PUDC ne sont qu'un début. C'est pourquoi il appelle les populations, mais surtout les responsables locaux, à s'unir autour de l'essentiel.
À la fin de la cérémonie, l'imam Thierno Souleymane Agne a formulé des prières pour la réussite du président Macky Sall. C'est donc là le dernier reportage que nous vous proposions à l'occasion de la tournée économique à vocation agricole du président Macky Sall dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Tambacounda. Et puis plusieurs infrastructures dans la zone centre, dont les routes Nioro-Dinguiraye, Passy, Sokone et l'axe Fatick-Kaolack seront bientôt livrées. Les travaux sont supervisés par l'AGEROUTE, l'agence d'exécution des travaux du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Pour les populations, c'est la fin d'un véritable calvaire. Transporteurs et usagers se félicitent des travaux. Hamidou Diop. Le développement d'un pays se mesure par la qualité de ses infrastructures routières et de ses transports. Des routes de bonne qualité et le désenclavement interne et externe du Sénégal constituent l'une des priorités du gouvernement du Sénégal, conformément aux objectifs fixés par son Excellence le président Macky Sall dans le plan Sénégal émergent. Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, à travers l'AGEROUTE, reste le maître d'ouvrage et se charge spécifiquement de réaliser les objectifs fixés dans le plan Sénégal émergent. La c'est une route très importante parce que c'est une route de la CEDEAO. D'abord qui permet de désenclaver une bonne partie du centre du Sénégal, mais aussi ça permet d'aller vers les pays limitrophes comme la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 57% de taux de réalisation. Et comme vous pouvez le constater actuellement, il y a une bonne partie de la route qui a déjà été revêtue avec la dernière couche, la couche de bébé. Je pense qu'on est à 8 km 500 de route finie. Dans la zone centre qui couvre les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, l'AGEROUTE déroule un important programme. Outre les travaux de reconstruction de l'axe Fatick-Kaolack qui constitue un ouf de soulagement, l'axe routier Dinguiraye-Nioro-Caraïbes est en cours de réalisation avec des aménagements connexes. On a prévu de faire aussi 6 km de voirie dans la ville de Nioro, ce qui permettra de rehausser carrément le niveau de service de la voirie de la ville de Nioro. À côté de ces 6 km, il y aura aussi 75 km de pistes de production qui seront réhabilitées. Les ambulances peuvent rejoindre le centre hospitalier régional de Kaolack sans difficulté. En moins de 15 minutes, le malade peut être hospitalisé au niveau de Kaolack. Donc ça, c'est des avantages. La route Passy-Sokone, flambant neuf, fait le bonheur des transporteurs. S'y ajoute un important programme de réhabilitation et de construction de pistes rurales. Nous sommes très contents, le travail est bien fait. Nous ne pouvons que remercier ceux qui ont réalisé cette belle route. RN5 fait 25 km, elle va du PK 18 au PK 43. 18 c'est au niveau de Kerwali Ndiaye et 43 c'est à l'entrée de Sokone. À l'instar des autres villes, la sainte cité de Medina Baye bénéficie d'un programme de modernisation avec une nouvelle voirie. Toutes ces réalisations sont une réponse à l'engagement du président Macky Sall devant le peuple sénégalais et défini dans le plan Sénégal émergent, objectif rapprocher les services de base des populations. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a inauguré hier le quai de pêche de Pointe-Sarène et celui de Ngaparou, des ouvrages fruits de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Japon. Premier poste d'exportation du Sénégal avec 194 milliards de francs CFA en 2015. La pêche contribue pour 3,2% à la formation du produit intérieur brut. Omar Gueye s'est félicité des chantiers réalisés et des initiatives prises pour la gestion durable des ressources grâce à la régulation de l'accès à travers l'immatriculation des pirogues et le permis de pêche. Louise Bitsa. Une manifestation folklorique des populations de Pointe-Sarène à l'accueil du ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Dans ses bagages, l'ambassadeur du Japon au Sénégal et sa délégation. L'instant présent permet de vivre intensément l'inauguration officielle du quai de pêche implanté dans le village de Sindia Sud. Un ouvrage considéré comme un bijou précieux pour les populations de Pointe-Sarène, de Malicounda et celles du département de Mbour. Vous êtes venus nous apporter un joyau, un cadeau pour nous pêcheurs. C'est pourquoi vous pouvez lire l'allégresse et la joie sur tous les visages de ce village de Pointe-Sarène et de toute la population de la Petite Côte.
La pêche, c'est tout un environnement. Il y a des acteurs qui sont les pêcheurs et les transformateurs, les transformatrices notamment. Il y a les équipements de pêche, mais il y a aussi des infrastructures de pêche qui ont toute leur importance. L'ouvrage tombe à point nommé. Les besoins des pêcheurs en matière d'outils de pêche et d'accompagnement se faisaient ressentir. L'assistance de la JICA à travers la coopération sénégalo-japonaise contribue justement à la bonne marche des activités de pêche dans la commune. L'ambassadeur du Japon s'est réjoui du financement. Cette aide constitue selon lui un symbole supplémentaire de l'amitié et de la solidarité entre les deux peuples. La coopération pour le développement de la pêche est donc non seulement un outil pour assurer la sécurité alimentaire au Sénégal, mais aussi un important levier pour la création d'emplois et de revenus, ainsi que pour le développement de l'industrie. Depuis quelque temps, les produits aquatiques du Sénégal, tels que la poulpe et le poisson, commencent à être exportés au Japon. La tutelle veut pousser le bouchon lourd avec la subvention de 5 000 moteurs pour un montant global de 5 milliards et le projet de la géolocalisation des embarcations de pêche artisanale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, dans ses ambitions de booster l'émergence à travers la modernisation et la redynamisation du sous-secteur de la pêche sur toute la chaîne de valeur. À ce titre, et sans être objectif, des chantiers et initiatives importants sont mis en œuvre, notamment la gestion durable des ressources grâce à la régulation de l'accès à travers l'immatriculation des pirogues et le permis de pêche, l'érection de la grande zone de pêche protégée ZPP de la Petite Côte, de Mbaling à Mbodiène, pour favoriser la régénération optimale des ressources halieutiques, l'augmentation de la taille de recrutement des espèces dans le nouveau code de la pêche maritime. Après l'inauguration du quai de pêche de Pointe-Sarène, la délégation ministérielle s'est rendue à Ngaparou à l'accueil des populations émues. L'inauguration de ce quai de pêche vient matérialiser la mise en œuvre effective d'un des projets phares du plan d'action prioritaire 2016-2018 du PSE. Celui qui a fait ça, il mérite des applaudissements, il mérite qu'on lui dise merci. Donc celui qui a fait ça, il faut qu'on lui dise merci, Monsieur le Président. Tu as fait quelque chose d'extraordinaire pour tous les pêcheurs, pas seulement du Sénégal, mais du Sénégal. Je demanderai solennellement à tous les pêcheurs de bien jouer leur rôle, qui est la leur pour aller vers ce que nous voulons. Et ça, on ne peut pas le faire en ignorant les textes et les règlements de ces pays. Donc il faut que nous puissions respecter les règles qui sont là, à travers le permis de pêche, à travers le port du gilet, à travers le respect des maillages, à travers d'autres choses et d'autres choses qui sont dans le code de la pêche. D'un coût global de 420 millions de francs CFA, les quais de pêche de Pointe-Sarène et de Ngaparou sont dotés d'équipements et de matériel répondant aux normes en vigueur. La pêche, comme nous l'avons dit, joue un rôle important. Le Sénégal est un pays de pêche. La pêche emploie plus de 600 000 personnes. La pêche contribue pour 3,2% de notre produit intérieur brut. La pêche est le premier poste d'exportation au Sénégal, avec plus de 195 milliards en 2015, participant de manière significative au rééquilibrage de notre balance commerciale. C'est dans ce contexte donc que le président Macky Sall nous a instruit au niveau du ministère de la Pêche de faire en sorte que les infrastructures soient développées. Infrastructures en termes de quai de pêche. Aujourd'hui, nous avons inauguré ce matin le quai de pêche de Pointe-Sarène. Cet après-midi, le quai de pêche de Ngaparou. Et nous avons en chantier actuellement le quai de pêche de Soumbédioune, le quai de pêche de Yoff, le quai de pêche de Bargny, le quai de pêche de Potou, etc., etc. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a également mis à la disposition du comité local de pêche de Ngaparou une embarcation de surveillance motorisée. À cela s'ajoute le renforcement du contrôle à mer au large de la localité pour consolider les résultats enregistrés au titre des initiatives locales de cogestion.
Le Sénégal, un pays de dialogue et de démocratie. Malgré les divergences de positions politiques, Joachim González Ducaille, chef de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, salue la volonté du gouvernement et de certains acteurs à œuvrer pour l'intérêt et l'avenir du pays. Il prenait part à la réunion sur le dialogue politique entre le Sénégal et l'Union. Fanta Badji. Des membres du gouvernement et des diplomates étrangers pour un dialogue ouvert sur les questions d'intérêt commun. De cette rencontre régulière entre les deux parties, il ressort toujours des convergences de vues, surtout sur les questions relatives à la stabilité politique et à la démocratie. C'est le climat social d'un pays qui a une démocratie, un pays qui discute. Un pays qui a des idées politiques, un pays dans lequel il y a un débat, un pays qui pense à son avenir. Et voilà, il y a des opinions, il y a des gens qui pensent d'une manière, d'autres qui pensent d'une autre manière. Mais nous constatons que tout ce travail dans l'intérêt du Sénégal, et ce qui est bon pour le Sénégal est bon pour l'Union européenne. Aujourd'hui, nous nous sommes entendus pour échanger sur des questions de politique intérieure et sur des questions de politique étrangère. Nous avons abordé le processus électoral au Sénégal et parlé un peu d'un certain nombre de perspectives ouvertes, tel que le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité qui est prévu pour se tenir les 5 et 6 décembre ici à Dakar. Cette fois-ci, l'ordre du jour a convoqué les ministres qui font aujourd'hui l'actualité. La situation carcérale et la question des droits humains. Une question où il nous faudrait faire des efforts pour essayer d'avancer et les importantes réformes qui ont été menées à l'heure actuelle pour apporter les réponses aux questions qui ont été posées en ce qui concerne la longue détention, en ce qui concerne la surpopulation carcérale, les efforts pour la construction donc, de prisons, mais également aussi la suppression de la cour d'assises dont nous avons parlé et qui va permettre aujourd'hui l'instauration des audiences permanentes dans les chambres criminelles. Le pétrole et le gaz, dont le processus de mise en œuvre et d'évaluation est rudement mis à l'épreuve. Nous avons effectivement expliqué les perspectives que le gouvernement entend donner pour faire en sorte que le Sénégal en tire les meilleurs profits possibles et informer les États de la mise en place non seulement d'un cadre législatif et réglementaire transparent, mais également de la mise en place d'un comité d'orientation stratégique qui est le bras par lequel le président de la République entend mettre en place une stratégie qui permette au Sénégal de tirer le maximum de profit de ses ressources. Et par la même occasion, nous avons rappelé que le gouvernement sera appuyé par la Banque mondiale pour mobiliser au plan national et international les meilleures expertises. La situation économique et financière du pays, qui a connu une stabilité certaine et un taux de croissance acceptable. L'économie sénégalaise est dans une très bonne trajectoire. Sur le plan macroéconomique, nous avons noté une stabilité, une bonne maîtrise des dépenses publiques, une bonne rationalisation de celles-ci, surtout des dépenses de fonctionnement, mais surtout une qualité dans la dépense publique. Nous avons aussi noté un taux de croissance dynamique, le deuxième meilleur taux au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec 6,5% en 2015. Et ce taux est projeté à 6,6%, voire 6,8% pour l'année à venir. Le Sénégal et l'Union européenne, un partenariat basé sur des relations de confiance et de compréhension mutuelle. C'est un dialogue qui nous permet de nous exprimer franchement, ouvertement. Chacun présente ses positions et c'est une manière de nous comprendre mieux, de comprendre mieux les positions des uns et des autres et de travailler ensemble lorsqu'il y a des accords. Mais nous sommes, on le dit souvent, pour nous le Sénégal n'est pas un partenaire, et plus que cela c'est un allié avec lequel on a beaucoup de points de coïncidence pour la plupart des cas. Et là, lorsqu'on a des divergences, ce type de dialogue nous permet aussi de voir où on peut travailler ensemble pour éliminer ces divergences et travailler en commun pour l'avenir. C'est un dialogue auquel nous tenons. Sur la question de la politique étrangère, la présidence du Sénégal au Conseil de sécurité des Nations Unies a été évoquée brièvement. Le sujet sera abordé demain dans une rencontre prévue entre le Sénégal et le corps diplomatique.
Dialogue social, un levier de formalisation et de développement des PME, c'est le thème de la 6e assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social. Durant 72 heures, les acteurs de l'économie informelle vont être sensibilisés et formés. L'institution entend les accompagner dans leur transition vers l'économie formelle. Fatou Diouf. Cette rencontre est une plateforme de dialogue entre les acteurs institutionnels et économiques intéressés par la transformation structurelle de l'économie. Ainsi, le Haut Conseil du dialogue social veut accompagner les acteurs de l'économie informelle et les PME dans leur formalisation. Nous avons fait le lien entre ces projets phares du plan Sénégal émergent et la formalisation du secteur informel dont a en charge le ministère du Commerce et du secteur informel. Et tout est lié. Et c'est le dialogue social justement qui peut faire ce lien entre ces objectifs éminemment importants des politiques publiques. La formalisation et le développement des petites et moyennes entreprises nécessitent une synergie d'action des structures et institutions concernées. Cela afin de créer les conditions pour qu'elles bénéficient d'une protection sociale adéquate. L'implication d'acteurs institutionnels de taille à l'image du Haut Conseil du dialogue social et du BIT, mais également des institutions financières, prouve ainsi l'intérêt marqué par les partenaires acteurs étatiques comme privés, à assurer un encadrement correct des PME qui sont les moteurs de notre croissance avec 90% de nos entreprises. De fortes recommandations sont attendues de cette 6e assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social, car participer au développement des PME, c'est contribuer à la lutte contre la précarité, le chômage et le sous-emploi. Responsabilité sociale et environnementale. La B6 et une dizaine d'entreprises nationales ont décidé de promouvoir la diversité au sein des entreprises sénégalaises. Une charte est en vue afin de matérialiser la volonté de ces dites entreprises d'agir pour mieux refléter dans leur effectif la diversité de la population. Dame Silla. En signant cette charte, les entreprises s'engagent à sensibiliser et former leurs dirigeants et collaborateurs impliqués dans le recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité. Considérant que l'entreprise est le reflet de la société, que l'entreprise a plutôt intérêt, de tout point de vue, à intégrer, à anticiper les évolutions profondes de la société plutôt que les subir, et Dieu sait que la diversité sur tous les continents, pas seulement au Sénégal, est aujourd'hui un grand sujet d'évolution de nos sociétés. Donc la B6, qui souhaitait donner un cadre un peu plus formel à cette démarche de diversité, s'est mise en quête d'élaborer une charte de la diversité. La diversité dans l'entreprise a une importance capitale dans la recherche de la compétitivité et du développement de l'entreprise. La compétence des acteurs de l'entreprise ne doit pas être reléguée au second plan au profit des considérations subjectives. La diversité, c'est comprendre que chaque personne est une singularité. Chaque personne, elle arrive avec ses formations, son réseau, sa façon d'être avec les autres, son envie d'avancer, son ambition. Chaque personne est différente. Et la façon dont l'entreprise va l'accueillir, ça va faire qu'elle va déployer en fait tout son potentiel. Et c'est en déployant ce potentiel, c'est en valorisant ces différences que la diversité au sein d'une entreprise devient une richesse. Et c'est ça en fait à quoi on veut aboutir en valorisant la diversité à travers la charte. L'État assure l'égalité de chances et de traitement des citoyens en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi, sans distinction d'origine, de race, de sexe et de religion. Favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des recrutements et de la gestion des carrières est un facteur de progrès pour l'entreprise. Une telle démarche contribue à son efficacité et à la qualité de ses relations sociales. Plusieurs agents du ministère de l'économie et des finances et du plan ont été distingués dans les ordres nationaux du Lion et du Mérite. Ils ont été honorés lors d'une cérémonie de décoration présidée par le ministre du Budget, Pape Bouna Thiawa.
Ils sont au total 95 agents du ministère de l'économie, des finances et du plan à avoir été nommés ou promus dans les ordres nationaux au titre de l'année 2016. À travers cette cérémonie de remise d'insignes, le ministère a tenu à leur rendre un hommage solennel. Ces agents ont fait preuve d'exemplarité dans leur travail. Chers récipiendaires, la médaille que j'ai le devoir de vous remettre au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, grand maître de l'ordre national, constitue à la fois reconnaissance par la République de votre mérite et le témoignage de la satisfaction du chef de l'État. La nation tout entière vous est reconnaissante pour tous les bons et loyaux services que vous lui avez rendus au prix d'énormes efforts, parfois même au prix de grands sacrifices ou de douloureuses renonciations. Ils sont désormais commandeurs, officiers et chevaliers dans les ordres du Lion et du Mérite. Tous sont animés du même sentiment, la fierté. Beaucoup d'honneur que je ressens en ce moment précis. Et en mon nom, au nom de tous les récipiendaires ici présents, nous disons un grand merci à travers le chef de l'État au peuple sénégalais pour nous avoir distingué ce jour qui marque de pierre blanche notre vie tout simplement de fonctionnaire. C'est d'abord un mérite collectif avant d'être un mérite individuel. Et je pense bien que si aujourd'hui on est décoré, on est pris en exemple, c'est parce qu'on a eu à faire quelque chose au niveau du ministère. Depuis plus de 20 ans que nous sommes au niveau du support technique de la DTI, au contact direct des utilisateurs. Les membres du cabinet, les parents et les amis sont venus partager ce moment important dans la vie d'un travailleur. Ces agents du ministère de l'économie, des finances et du plan font leur entrée dans le cercle prestigieux des hommes que l'histoire n'oubliera pas. Les 816 candidats présélectionnés dans le cadre du concours national de Business Plan ont démarré leur formation depuis lundi. Celle-ci va leur permettre de mieux maîtriser les techniques de gestion et de création d'entreprises. Damsila. Après le dépôt des idées de projet, le jury a finalement retenu 806 candidats pour suivre une formation à Business Plan. Elle permet aux présélectionnés de mieux maîtriser les techniques de création d'entreprises. La formation se fait sur la base d'une méthodologie de structuration du business plan pour aider les porteurs de projets sélectionnés à bien structurer leur projet, à avoir un projet bancable, qui intéresse les investisseurs et, espérons-le, à être compétitif dans le cadre de ce concours. Pour assurer la formation sur l'ensemble du territoire national, l'ADPME a noué un partenariat avec l'Institut africain de management IAM. Les candidats vivant à l'étranger, de même que ceux qui ne sont pas disponibles, peuvent suivre la formation en ligne. La formation se passe très bien. Nous devons former les porteurs de projets qui ont été sélectionnés dans le cadre du concours lancé par l'ADPME sur toutes les régions du Sénégal. Donc là, actuellement, sur les régions, ils ont démarré depuis lundi et ça se passe très bien. Avec cette formation, les participants deviennent plus outillés pour créer et gérer une entreprise. Du coup, ils trouvent l'initiative très importante. On en a besoin, nous les jeunes entrepreneurs qui n'avons pas de moyens, on a besoin de se sentir épaulés par l'État et on a besoin de financement. Donc, initiative à encourager et à refaire. Et ça nous permet de mieux comprendre l'élaboration des business plans surtout. Parce que chacun a une idée, mais une idée, il faut savoir la sortir très bien pour que les bailleurs de fonds puissent t'accompagner dans tes besoins en financement. Après cette formation, les participants vont à nouveau concourir. Parmi les 816 candidats, les 150 meilleurs projets seront retenus et primés. Lancement à Fatick de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Elle concerne 500 instituteurs adjoints des régions de Fatick et de Kaolack. Une priorité pour la performance du système éducatif, indique le ministre Serigne Mbaye Thiam, qui a donné le coup d'envoi. Le ministre annonce par ailleurs que cette formation sera sanctionnée par un diplôme professionnel. Oumar Baldé. Cette enseignante peut désormais se former à partir de sa tablette. Une nouvelle trouvaille de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Ils sont 250 instituteurs adjoints de la région de Fatick à démarrer la formation. Pendant 9 mois, ils suivront un renforcement de compétences pour mieux préparer les examens professionnels. Quand vous allez à l'intérieur, la séquence 1, identifier les difficultés phonétiques et y remédier.
à l'ère du numérique où nous sommes au XXIe siècle, c'est un outil auquel on ne peut plus se départir, vu l'avancée de ce monde où nous sommes. Donc c'est tout à fait normal que nous aussi nous bénéficions de cette formation. Cette formation à distance permettra à tout un chacun bénéficiaire d'en sortir certifié de ce diplôme. C'est pour avoir une notion du numérique et aussi pour la formation diplômante. IFADEM est un programme spécifique de formation des maîtres. Il se traduit par le renforcement des capacités d'encadrement pédagogique. Nous avons aussi cette formation dans le cadre de IFADEM. Et pour que les enseignants soient motivés, nous leur avons indiqué que cette formation qu'ils sont en train de subir dans le cadre de IFADEM sera valorisée par une certification au même titre que la formation continue diplômante des instituteurs adjoints. Fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Agence universelle de la francophonie, IFADEM constitue un intrant pédagogique de qualité. La qualité de l'éducation dépend essentiellement des enseignants et aussi aujourd'hui de leur maîtrise des technologies, puisque nous ne pouvons pas concevoir être dans un système où nous sommes à la marge de ce qui se fait dans le monde. C'est cette co-construction qui permet à l'initiative de ne pas proposer uniquement un dispositif de formation, mais d'inscrire dans le système éducatif une nouvelle réponse aux défis de la formation continue. La phase expérimentale concerne 500 maîtres adjoints des régions de Fatick et de Kaolack. Elle impliquera également le renforcement des capacités des cadres au niveau central et les académies concernées. Et puis le Conseil sénégalais des chargeurs, le COSEC, a procédé à la remise des clés de 4 salles de classe à Sédhiou, des infrastructures réalisées pour appuyer la commune dans le cadre du programme d'éradication des abris provisoires dans la zone. Le reportage de Saliou Seck. Ce sont des élèves enthousiastes qui chantent l'hymne national pour procéder à la levée des chlores. Un acte symbolique pour accueillir la délégation du Conseil sénégalais des chargeurs à l'école Chérif Younous Aïdara. À Sédhiou, le directeur général du COSEC, accompagné du président du conseil d'administration, est venu procéder à la remise des clés de 14 salles de classe, des infrastructures réalisées dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous constatons que les sommes qui ont été mises à la disposition de la commune de Sédhiou ont été utilisées à bon escient. Monsieur le directeur général, je voudrais vous exprimer toute notre satisfaction de constater que vous avez su faire au niveau du conseil d'administration du COSEC le plaidoyer des besoins de votre commune en appui dans le cadre de la RSE du COSEC. Nous vous avons suivi dans l'expression de vos besoins. En tant que maire, je voudrais aussi, avec l'ensemble de mes collaborateurs du conseil municipal, l'ensemble des corps enseignants de Sédhiou, l'ensemble des chefs religieux de Sédhiou, l'ensemble des élèves de Sédhiou, vous remercier de tout cœur, monsieur le président du conseil d'administration. Vous remercier de tout l'appui que vous apportez à l'école sénégalaise, donc que vous apportez à votre nation. L'éducation doit être une affaire de tous d'abord, de tous les enfants de la nation. C'est ainsi que je crois que tous les Sédhiouas, ensemble, nous devons œuvrer, accompagner d'abord notre école, accompagner l'État central pour que le plébiscite du succès soit au niveau de Sédhiou. À travers ces réalisations, le conseil d'administration du COSEC, en collaboration avec la commune, entend éradiquer les abris provisoires à Sédhiou. Un geste magnifié par les acteurs de l'éducation, au premier plan, les parents d'élèves. Grâce à Dieu et avec l'appui du COSEC, sous le guide éclairé de son DG Abla Diop, nous disons adieu, adieu les abris provisoires dans la commune de Sédhiou. Cette belle réalisation a permis de respecter le slogan Ubitei Djangtei. Nos enfants étaient dans des abris provisoires. Le jour où ils ont rejoint les nouvelles classes, j'avais un CI, vous mesurez vraiment, ce jour-là, je les ai regardés dans les yeux, j'ai senti que ces enfants-là étaient plus que contents ce jour-là. Parce que l'enfant sait apprécier aussi ce qui est beau. Soyez notre interprète auprès des conseillers auprès des conseils sénégalais des chargeurs qui ont compris qu'il ne sert à rien de garder des milliards en banque
il nécessite aussi d'investir dans la jeunesse, dans l'éducation. Soyez-en sûr, monsieur le maire, nous ferons un bon usage de ces salles de classe mises à notre disposition et nous veillerons à ce qu'elles contribuent à l'amélioration de la qualité et cela sans faille. Ne faudrait-il pas, chers invités, que ce bel exemple de collaboration entre le COSEC et la mairie de Sédhiou, n'est-ce pas, soit encouragé, suscité, développé, vulgarisé. Ainsi, un grand pas vient d'être franchi dans le cadre du programme d'éradication des abris provisoires dans la commune de Sédhiou. Le COSEC et la mairie ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils envisagent de poursuivre ce partenariat pour mieux accompagner les populations. Ce sont donc 14 salles de classe qui ont été livrées aux populations de Sédhiou. Après l'éducation et la santé dans la rubrique hebdomadaire, nous poursuivons notre série sur les activités liées au don du sang. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux dérivés du sang. Après plusieurs traitements, il est séparé en 3 éléments qui servent à 3 utilisations différentes. Oumou Baldé revient ici sur le processus de séparation jusqu'à la livraison. Reportage au Centre national de transfusion sanguine. Un seul don du sang peut contribuer à sauver 3 personnes, puisque 3 produits peuvent être obtenus d'une même poche de sang en procédant à une séparation des éléments. Donc à partir d'un donneur, qui vient pour donner du sang au niveau du sang, on peut, sur sa poche, donc préparer des concentrés de globules rouges qui vont sauver une personne, n'est-ce pas? Des concentrés de plaquettes qui vont faire la même chose et du plasma frais congelé qui peut aussi sauver une autre. Et ces 3 personnes-là peuvent être différentes. Ouais, ça peut être Mourou, ça peut aller à l'hôpital de Fan, ça peut être à l'hôpital de Pikine, et ça peut même, ça va même juste dans les régions. Voilà. Chaque produit sanguin est distribué selon des règles bien établies, car c'est sur ordonnance que les commandes sont livrées et c'est souvent l'ambulance qui s'en charge. Là, les établissements sanitaires, ils viennent apporter un bon. C'est-à-dire qu'un bon, là où il y a le nom du malade, l'âge, le sexe, et le nombre de poches à prendre, et le cachet du médecin et la signature. Donc là, quand on a un bon comme ça, on délivre l'équivalent en sang, on donne 1 à 2 poches, ça dépend de la prescription. Et là, on donne le sang par rapport au groupe sanguin. Quelle que soit la quantité demandée, les produits sanguins sont gratuits pour les structures de santé publiques, même si le processus de traitement du sang collecté a un coût pour le Centre national de transfusion sanguine. Le coût total qui a été évalué, ça fait maintenant plus de 10 ans, donc ça a certainement augmenté. Mais déjà il y a 10 ans, le coût total d'une poche de sang, avec tous les tests et tout ça, c'est 40 000 francs. L'État finance. On demande aux privés qui veulent s'approprier, donc de donner 7 500 par poche. Ça, c'est les privés. Mais pour le public, gratuit à 100%. Au-delà des règles de distribution fixées, le Centre national de transfusion sanguine assure aussi une traçabilité de tous les produits sanguins, ce qui permet d'écarter tout risque lié à la transfusion. Vladimir Poutine annonce une trêve provisoire des frappes russo-syriennes et puis campagne présidentielle américaine. Le camp de Donald Trump dans la tourmente avec des divisions au sein du parti. En France, nouvelle manifestation des policiers à Paris pour exprimer leur ras-le-bol. C'est la page internationale avec Ulysse Bitsa. Une manifestation inédite de policiers à Paris. Plusieurs centaines d'entre eux ont exprimé leur colère dans la nuit de lundi à mardi, sans mot d'ordre syndical. 10 jours après une attaque contre leurs collègues dans la banlieue parisienne, des voitures de police ont perturbé la circulation sur les Champs-Élysées. Le patron de la police française, Jean-Marc Falcon, a dénoncé ce mardi le comportement inacceptable de ces manifestants qui ont fragilisé la police française en manquant de leur devoir de réserve. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a quant à lui déclaré comprendre l'exaspération des policiers, mais les a rappelés à la déontologie de leur profession.
présidentielle américaine à J-22, les dissensions se multiplient au sein du Parti républicain. Rien ne va plus entre les dirigeants du parti que Donald Trump est censé représenter à l'élection présidentielle et le candidat ouvertement critique, alors que le camp républicain est mobilisé derrière sa candidate Hillary Clinton. Les relations entre son adversaire républicain Donald Trump et le parti qu'il représente officiellement restent tendues. Le colistier de Donald Trump, Mike Pence, s'est aussi démarqué de lui en accréditant la thèse du rôle de la Russie dans plusieurs piratages de sites américains, ce dont continue de douter Donald Trump. Et depuis 3 semaines, le ton n'a cessé de monter entre les Occidentaux et la Russie à propos d'Alep, la seconde ville de la Syrie où les bombardements russo-syriens visent les populations civiles des quartiers rebelles, les infrastructures essentielles et les hôpitaux. Les Occidentaux n'hésitent pas à parler de crimes de guerre. L'arrêt provisoire annoncé des frappes menées par l'aviation russe et par celle du régime de Damas depuis ce mardi devrait permettre de jouer la carte de l'apaisement. L'actualité du sport ce mercredi, c'est le tirage au sort de la CAN 2017 à Libreville au Gabon. Et il faut dire que le tirage de poule est très équilibré. Le Sénégal est dans le groupe B et jouera à Franceville contre la Tunisie, l'Algérie et le Zimbabwe. Synthèse du tirage avec Pamadi Diop. Un tirage équilibré pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Dans la poule A, à Libreville, les Panthères du pays hôte le Gabon vont tenter de dompter les Lions du Cameroun. Mais les Djurtous de la Guinée-Bissau, pour une première participation en CAN, et les étalons du Burkina Faso, vice-champion d'Afrique en 2013, sont des adversaires à prendre au sérieux. À Franceville, pour le groupe B, le Sénégal sera l'équipe à vaincre par les adversaires en raison de sa meilleure performance lors des éliminatoires. Les Lions vont retrouver les Fennecs d'Algérie, tombeurs du Sénégal lors de la dernière CAN. Les Aigles de Carthage, un adversaire sérieux pour les Lions du Sénégal, tout comme le Zimbabwe qui revient au sein de l'élite africaine après 2004 et 2006. À OM, le champion en titre, la Côte d'Ivoire, jouera contre la RDC et le Maroc pour le compte du groupe C. Mais les éperviers du Togo voudront bien être cités parmi les favoris. Et enfin, dans la poule D, qui sera pour gentil, le quadruple champion d'Afrique, le Ghana, va croiser l'Égypte, 7 fois champion d'Afrique, l'équipe la plus capée du continent. Une poule où est logé l'Ouganda, premier meilleur deuxième de sa poule lors des éliminatoires de cette CAN 2017. C'est ainsi que se termine cette édition. Madame, Messieurs, merci de suivre l'actualité encore une fois tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS. Le journal, voici les titres. Le président Macky Sall boucle sa tournée économique à vocation agricole à Kaolack. Le chef de l'État procédé ce mercredi à la remise de matériel et d'équipements agricoles destinés aux régions de Kaolack, Kaffrine et Tambacounda. Le PUDC, un bon modèle et motif de satisfaction, a lancé le président de la République. Le sang et ses dérivés sont dans la rubrique santé. La série sur les produits sanguins se poursuit. Ce soir, focus sur le traitement et les différents types d'utilisation de cet organe vital. Tout le processus de la séparation à la livraison dans ce journal. CAN 2017, le Sénégal dans le groupe B. Les Lions sont dans la même poule que l'Algérie, la Tunisie et le Zimbabwe. Le tirage au sort a eu lieu cet après-midi à Libreville. Le Gabon abrite la plus prestigieuse compétition de football dans le continent du 14 janvier au 5 février prochain. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a donc bouclé sa tournée économique à vocation agricole par la région de Kaolack. Sur place, le chef de l'État a rendu un vibrant hommage au PNUD qui a beaucoup contribué à la réalisation du PUDC. Le président de la République a également annoncé l'appui de la Chine pour le volet hydraulique de ce programme pour un coût global de 550 milliards de francs CFA. Le président Macky Sall revient d'abord sur les différentes étapes de sa tournée économique à vocation agricole. Je voudrais en ce moment
particulier où je boucle ma tournée de 4 jours, de 3 jours, dans les régions de Kaolack, de Kaffrine et de Tambacounda, après avoir rendu visite aux producteurs agricoles, qu'il s'agisse des producteurs de céréales, d'arachides, de coton, de bananes et de toutes les spéculations additionnelles, je voudrais d'abord, à travers ce message, les remercier pour leur bravoure pendant cet hivernage, pour les espaces emblavés, les surfaces emblavées, grâce au soutien de l'État dans la mécanisation et dans la dotation en intrants agricoles. Cela a été très visible et je puis dire toute ma satisfaction sur les réalisations que j'ai constatées de visu sur le terrain. Et ceci correspond exactement à mes attentes par rapport à l'axe premier du plan Sénégal émergent. Cette tournée se boucle ici à Kaolack avec le déploiement du matériel destiné aux femmes dans le cadre de l'allègement des travaux et de la capacitation des femmes sénégalaises à pouvoir disposer de moyens modernes pour participer dans l'économie locale. Tout cela a pu être fait au-delà de la vision et des moyens mis en œuvre grâce à l'expertise du programme des Nations Unies pour le développement qui s'est mobilisé entièrement de Dakar à New York avec Madame le représentant résident, mais aussi qui a eu tout le soutien de toute la hiérarchie du PNUD jusqu'à l'administrateur, Madame Hélène Clark, ainsi que le directeur Afrique, M. Marc Dieye, à l'ensemble des cadres qui ont travaillé dans ce programme. Sur ces périmètres, plusieurs variétés avec des cycles différents, mais le poids et la taille du produit dépendent de la génération, mais aussi du système d'irrigation. Donc vous-même sur la table du commerçant, vous pouvez savoir un peu l'histoire de la banane là. Oui. Si c'est petit, si c'est grand, on connaît. On connaît ça. On connaît. Dans le marché, on verra aussi la deuxième étape, les parcelles qui est plus gros. Ça, il a fini son première génération, il va rentrer son deuxième génération. En ce moment, vous verrez, il est plus gros que ça. Si vous faites l'asperceur, au moins tu ne travailles pas au moment d'irrigation et ça va te permettre de faire un autre entretien dans les parcelles. Et les parcelles qui irriguent en raccord, ils te donnent au maximum 25 tonnes à l'hectare si tu as beaucoup travaillé. Mais avec une irrigation d'asperceur, tu peux avec 40 tonnes jusqu'à 50 tonnes, aussi plus meilleur que l'autre. Au total, 28 000 tonnes de bananes sont produites chaque année, selon les chiffres du collectif régional des producteurs de bananes. Le chef de l'État se félicite de ce qu'il a vu à Laboya. Quand on voit un tel périmètre, on se rend compte qu'il y a des Sénégalais qui travaillent sans bruit. Ils utilisent 1380 personnes sur 600 hectares de bananes. Il aménage lui-même et qu'il produit. Je crois que là, il mérite vraiment toutes les félicitations de la nation. Les terres sont disponibles. La question du foncier ne se pose pas dans cette zone. Le président Macky Sall annonce ainsi sa décision d'appuyer les acteurs de la filière banane pour favoriser des opportunités économiques. J'ai décidé d'aider la Fédération des producteurs de bananes pour aménager 500 hectares nouveaux pour un coût de 2,5 milliards, 40 tonnes à l'hectare avec 500 hectares. Donc on est déjà à 20 000 tonnes qui viennent s'ajouter aux 28 000. Donc nous serons autosuffisants et comme il le dit, la banane c'est 11 mois entre la plante et la première récolte. Donc dans un an, si nous commencions dans un mois, nous aurions 20 000 tonnes nouveaux. Nous serons autosuffisants dans un an.
Évidemment, il faut que l'État accompagne. L'autosuffisance en banane, par exemple, c'est dans un an et demi, il faut qu'on l'atteigne. On se donne les moyens de l'atteindre. Avec 500 hectares, c'est 20 000 tonnes supplémentaires de production et 3 000 nouveaux emplois garantis. L'ambition du chef de l'État est d'aller plus loin pour transformer le pays et engager de véritables politiques de développement agricole. Une agriculture à moderniser et diversifier pour surtout répondre aux préoccupations des populations à la base. Nous retournons à Kaolack où se trouve Claire Diop qui a comme invité le directeur général du PUDC, Cheikh Diop. Claire Diop et Cheikh Diop, bonsoir. Claire Diop et Cheikh Diop, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Diop. Bonsoir, Ibrahima Diédhiou plutôt. Bonsoir également aux téléspectateurs qui nous suivent sur la RTS 1. Alors, le PUDC... Et bonsoir, Monsieur Diop. Alors, bonsoir, Claire. On a entendu tout à l'heure, le président vous délivre en satisfecit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a justement amené le PUDC à ces résultats-là? Voilà, vous l'avez dit, Ibrahima Diallo, le président Macky Sall a dit sa satisfaction aujourd'hui, tout à l'heure, ici à Kaolack, lors de la cérémonie de remise de matériel. Il faut dire que le PUDC, après un an en œuvre, a fait beaucoup de résultats, notamment dans les zones rurales, dans des régions comme Kaolack, Kaffrine et Tambacounda. Monsieur le directeur, aujourd'hui, un an de mise en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que le PUDC a fait justement pour les populations, notamment rurales? Merci. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons travaillé comme les instructions nous ont été données par Monsieur le Président de la République, Macky Sall, travailler à mettre en œuvre l'ensemble des projets qui sont prévus dans le cadre du PUDC, que ce soit la construction de pistes rurales, notamment 790 km qui sont en chantier, l'électrification rurale, l'électrification de 420 villages, l'hydraulique rurale, donc plus de 200 forages qui sont en construction. Aujourd'hui, nous pouvons dire que sur l'ensemble de ces volets, y compris bien sûr les équipements que nous venons de voir aujourd'hui, nous sommes à un état d'avancement appréciable. Pour ce qui concerne les pistes rurales, je disais tantôt que nous sommes sur des travaux sur un linéaire total de 790 km à travers 10 régions. Il faut dire que nous sommes à un état d'avancement moyen de 60%. Pour ce qui concerne l'hydraulique rurale, plus de 150 forages ont été déjà réceptionnés et nous comptons dans les prochaines semaines en réceptionner 50 autres. Pour ce qui concerne les travaux d'électrification rurale, comme vous le savez, Monsieur le Président de la République a lancé hier les travaux d'électrification rurale dans la localité de Dialokoro, dans la région de Tambacounda. C'est 420 villages qui seront électrifiés. Pour ce volet précis, nous allons travailler suivant deux technologies. La technologie solaire pour les villages qui sont sur des sites isolés, c'est-à-dire supérieurs à 10 km du réseau moyenne tension, basse tension. Et pour les villages qui sont dans un rayon de 10 km de cette moyenne tension, basse tension, nous serons en tout cas dans des travaux d'extension de réseau. Pour ce qui concerne les équipements, au départ, nous avions une quantité assez limitée de 1500 équipements, mais sur instruction de Monsieur le Président de la République, nous avons fait des enquêtes pour estimer réellement les besoins dans la zone d'intervention de cette première phase et nous sommes à 5500 équipements. Sur les 5500 équipements, nous sommes pratiquement, je dirais, à la fin des confections. Et aujourd'hui, nous avons pu, en tout cas, lancer avec Monsieur le Président de la République le déploiement de 1800 équipements destinés aux régions de Kaffrine, de Kaolack, de Tambacounda et de Kédougou. Kédougou est une localité j'allais dire assez spécifique. D'ailleurs, sur la question de l'accès à l'eau, nous avons travaillé en concert avec le ministère de l'Hydraulique, sur instruction bien sûr toujours de Monsieur le Président de la République. Nous avons fait une convention avec les génies militaires pour que justement nous puissions y faire sans forage. Marteau fond de trou, c'est une technologie qui est appropriée à la zone de socle, aux zones rocailleuses de Kédougou.
Et sur ce point, sur les 100 forages, nous sommes à peu près à 60 forages déjà de faits. Et aujourd'hui, je peux dire que nous avons amélioré l'accès à l'eau dans cette zone qui est quand même une zone importante du Sénégal. National, vous l'avez dit, hein, plus de 1800 équipements et 433 sont pour la région de Kaolack. Quel va être un tout petit peu l'impact de tout ça, notamment pour les femmes? Oui, vous savez, dans un programme comme ça, il est difficile dès à présent de mesurer les impacts. Nous aurons des effets, bien sûr, dans l'immédiat. Les impacts vont se mesurer un peu plus tard, dans peut-être moins le long terme, mais à court terme, vous verrez tout de suite que nous allons améliorer les conditions de vie des populations. Vous vous rendez compte que dans des localités telles que Gomon ou telles que dans la région de Kaolack, C'est le chef de l'État. Les populations de Kaolack sont sorties en masse pour assister à la cérémonie de remise du matériel post-récolte. Notre reporter Seydina Alunfal a recueilli quelques réactions. Comme vous le savez, sa décision a été de travailler à réduire la pénibilité du travail des femmes en milieu rural. Il avait pris des engagements vis-à-vis de ces femmes quand il est allé à la rencontre de celles-ci. Elles lui ont exprimé les difficultés qu'elles ont, en tout cas liées à la transformation des produits agricoles. Et en mettant en œuvre le programme d'urgence de développement communautaire, il nous a demandé de travailler à équiper ces femmes d'équipements post-récolte, d'équipements de transformation des produits agricoles. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, au bout d'un an, nous avons pu travailler à confectionner quelques 5500 équipements. Nous avons ici un lot de 1200 équipements destinés donc à ces régions que je viens de citer. 1200 équipements qui sont répartis dans 98 communes de ces régions qui vont bénéficier à peu près 860 000 personnes, c'est important, pour un coût de 2,5 milliards. Donc ceci est à saluer parce que tout simplement, après que nous ayons eu un bon hivernage et de bons rendements agricoles, il était important que Monsieur le Président de la République puisse procéder au lancement officiel du déploiement afin que d'ici novembre, que les récoltes seront terminées, que les femmes puissent réellement s'adonner à leurs tâches habituelles. Ce programme appelé PUDC est particulièrement innovant. Innovant parce que c'est d'abord à la fois national et très inclusif. National et plurisectoriel. On y trouve des infrastructures routières, on y trouve du matériel d'allègement pour les femmes, on y trouve de l'hydraulique. C'est particulièrement inclusif, particulièrement innovant. Voilà pourquoi nous sommes comblés. Parce que cela nous allège dans notre rôle, dans notre fonction de maire de collectivités locales, surtout les collectivités locales rurales. Ces machines que nous voyons et d'autres qui vont venir, je pense que c'est pour alléger le travail des femmes. Ce n'est pas seulement les femmes, mais il y a aussi les jeunes, il y a aussi les vieux. Mais je pense que tout un ensemble qui fait que Macky Sall aujourd'hui a réussi son projet. Et puis, l'État va injecter 2,5 milliards dans la filière banane, une décision du chef de l'État sous-tendue par l'objectif d'autosuffisance à l'horizon 2018. Le président Macky Sall en a fait l'annonce ce matin au cours d'une visite de plantation de bananeraies à Laboya dans la région de Tambacounda. Aboubakri Kane. Il a fallu au cortège présidentiel du temps et plusieurs kilomètres sur des pistes sinueuses et poussiéreuses pour arriver dans la commune de Dialakoto. Après un véritable parcours du combattant, nous sommes à Laboya, dans le périmètre de Mamadou Oumar Sall. Des plantations de bananes à perte de vue, 200 hectares exploités par un homme qui maîtrise bien la culture de la banane. Une expérience acquise grâce à plusieurs décennies dans le secteur. Un engagement et une volonté qui lui valent aujourd'hui une production annuelle de 11 000 tonnes pour 1300 emplois directs dans l'entretien et le reconditionnement. À partir de deuxième génération, ça va être plus gros. Mais à partir de deuxième génération, on ne pouvait pas trouver tous ces régimes-là pareils.
En ce moment, on aura plus gros, on aura plus petit, et aussi on aura des pieds qui n'ont pas encore sorti le fleur. Producteur du Sénégal. 80% de la banane sénégalaise est produite à Tambacounda. Au directeur national du PNUD, Cheikh Diop, au ministre secrétaire d'État chargé du suivi, de la mise en œuvre, et à l'ensemble des acteurs, je voudrais délivrer un satisfecit global pour le label du PUDC, pour la célérité avec laquelle ce programme a été exécuté, la transparence dans les procédures, mais aussi les délais de livraison, n'est-ce pas, des attendus. Le PUDC est un modèle de ce que nous devons pouvoir faire sur l'ensemble des activités de l'État, dans tous les secteurs. Ça a été une phase test où l'État a décidé de mettre 113 à 114 milliards, auxquels d'ailleurs nous devons rajouter 10 milliards pour compléter cette première phase du PUDC, et tout cela sur financement propre, bien entendu de l'État, avec maintenant l'appel et la réponse que nous avons eue. Le gouvernement chinois va venir pour renforcer et clôturer le volet hydraulique du PUDC avec 50 milliards de francs. La Banque africaine de développement également a donné une réponse positive pour venir accompagner le volet électrification rurale, piste rurale et équipements tels que nous recevons aujourd'hui ces équipements ici à Kaolack. Soyez donc fiers de ce que vous avez fait. Soyez en tout cas félicités et je voudrais dire un grand merci à toute cette équipe, au gouvernement de la République sous la conduite du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, au ministère de l'économie et des finances qui a également suivi et qui accompagne, mais à l'ensemble des acteurs qui ont participé à ce programme d'urgence de développement communautaire. Pour le travail de qualité, le travail remarquable qu'elles abattent au quotidien pour le bien-être des populations et pour la sauvegarde de la République. À travers vous, Monsieur le gouverneur Sagna, à travers vos préfets et sous-préfets, je voudrais saluer depuis Kaolack l'excellent travail de notre administration territoriale. Et c'est la raison pour laquelle, lors du référendum, j'ai tenu à élever cette déconcentration à la dignité de la Constitution. Désormais, c'est la Constitution qui a rappelé le principe de la déconcentration aux côtés de la décentralisation. Je salue le travail de nos administrateurs et de nos autorités administratives. Je remercie toutes les populations pour cette forte mobilisation partout où je suis passé et je vous remercie de votre aimable attention. Nous avons quand même partagé des journées longues, des journées poussiéreuses. À un moment donné, j'ai eu vraiment pitié des photographes, caméramans qui étaient vraiment dans la poussière et derrière les véhicules. Mais vous avez fait un excellent travail et je tenais à vous en remercier. Et je pense que cela fait partie également du travail vraiment de communication et de diffusion de l'information, j'allais dire de la bonne information à l'attention du public. Et pour terminer, je remercie les chefs religieux. Le président de la République qui se félicite donc du travail abattu par le PUDC et annonce l'appui de la Chine pour le volet hydraulique de ce programme d'urgence de développement communautaire. 50 milliards pour ce volet annonce.